Salut à tous et bienvenue dans Retour vers le début. Aujourd'hui, je reçois une actrice que j'adore. Je l'ai rencontrée, enfin plutôt découverte, comme beaucoup d'entre vous, dans la série Family Business et dans son rôle de Clémentine. Mais je l'ai aussi vue dans plein d'autres films et notamment très récemment au cinéma, vous avez pu la voir dans Heureux Gagnant ou dans la série Fiasco qui est actuellement sur Netflix. Je suis très contente de recevoir Louise Koldefy. Bonjour Louise. Salut. Ça va? Ça va et toi? Mais ouais, je suis trop contente de faire ce podcast avec toi. Et moi aussi. Bah ouais, tu sais qu'on va parler de toi, d'où tu viens et tout, parce que bah on te connaît maintenant, on te voit partout sur des séries, comme je l'ai dit, dans des films au cinéma. Ouais. Mais je veux savoir comment tu as mis un pied dans ce milieu. Et dis-moi déjà quel genre d'enfant et de quelle famille tu viens. Quel genre d'enfant t'étais, de quelle famille tu viens? Quel genre d'enfant j'étais? Je sais pas trop. Je pense. J'étais timide. J'étais timide. Je le suis toujours. Ouais. Mais j'aimais bien quand même faire des spectacles, donc c'est un petit peu antinomique un peu. Ouais, c'est un peu paradoxal. Ouais. C'est-à-dire que j'étais timide et en même temps j'aimais bien faire rire et amuser les gens. Ouais. Voilà, j'étais assez peureuse de plein de trucs. Comme quoi? Bah, je sais pas, j'avais peur de faire du sport. C'est vrai? De peur de te faire mal ou... Ouais. C'est vrai? Donc fragile, t'étais une enfant fragile. T'es fille unique, t'as des frères, des sœurs? Non, j'ai une grande sœur. J'ai une grande sœur qui, elle, était l'inverse... Enfin, très timide, encore plus que moi, mais pour le coup très sportive. Donc voilà, moi j'étais plutôt... Non, mais moi j'avais peur de tomber, j'avais peur de me faire mal, puis je me trouvais nulle, donc voilà, j'étais un peu... T'avais 2 en sport, quoi, à l'école, c'est vraiment... Non, je t'ai choisi la dernière. Ah non, ah oui, quand il y a une équipe de foot, t'es toujours la dernière sur le banc. Ouais, bien sûr. Non, ça c'est dur. C'est dur. Ça c'est dur, ok. Et tu viens d'où? De quelle région? Alors, moi je suis née à Paris, mais j'ai grandi à Suresnes, dans le 92. Où t'as fait tes cours de théâtre? Où j'ai fait mes cours de théâtre, absolument. Et voilà, et je suis restée là-bas jusqu'à mes 25 ans. Ah ouais. L'année dernière, quoi. Exactement. 9-2 represent. Ok, donc tu grandis à Suresnes, famille du milieu artistique, pas du milieu artistique. Ils font quoi? Non, pas du tout. Mes parents, ils travaillaient dans les assurances. Rien à voir, aucun... Enfin, vraiment, rien à voir. Ouais, et donc, alors, est-ce que tu te souviens de ce petit élément déclencheur qui te donne un truc où tu te dis c'est ça que je veux faire? Ou est-ce que tu avais d'autres rêves, d'ailleurs, quand tu étais petite? Avant de faire du théâtre, oui, les trucs classiques d'une petite fille qui était maquilleuse, coiffeuse, enfin un truc un peu couillon, quoi. Comme dans Fiasco, quoi, finalement. Ouais, un peu, c'est ça. C'est un peu ton propre rôle. Ça, c'est clair. Donc, ça, c'était un peu ce que je voulais. Et puis après, j'ai commencé le théâtre. C'était en CM1, en fait, j'avais le choix. Soit je faisais une classe normale avec le programme classique, soit je faisais une classe qui faisait CM1, CM2 avec un programme en plus artistique. Donc on faisait du théâtre, on chantait, on dansait, on écrivait, on dessinait. Génial. On faisait plein de trucs. Et comme j'avais plutôt de bons résultats, j'ai demandé à aller dans cette classe. Mes parents ont dit OK. Et j'ai commencé à faire du théâtre, de la danse, des trucs comme ça. Et ta timidité, ça allait pour ces moments-là ou... Ouais. Ça t'a aidé presque même, non? À être moins timide? Je sais pas, non, ça allait, quoi. Ça te plaisait en tout cas? Ouais, ça me plaisait. Ouais. Ça me plaisait, j'aimais tout ce qu'on faisait, je trouvais ça chouette. J'ai pas le souvenir de me sentir complètement épanouie, un truc comme ça, peut-être plus en danse étrangement qu'en théâtre. Mais, et en fait, c'est en 6e. Là, il fallait que je choisisse des activités extrascolaires et j'ai choisi la danse et le théâtre. Ok, donc t'as 12 ans. Voilà. Et t'avais pas de rêve d'enfant avant ça, quand je serai grande, à part maquilleuse, coiffeuse, non, c'était ça ton truc? À partir de la 6e, c'est devenu actrice. Ok. Voilà. Et après, j'ai jamais démordu de ce truc-là. Ok. Et voilà. T'avais ta grande sœur, rien à voir. C'est pas un côté aspirationnel ou un truc comme ça? Pas du tout, rien à voir. Elle, c'était le sport. Ok. Et il n'y a pas un film où c'est vraiment en pratiquant que tu t'es dit je veux faire ça? C'est en pratiquant, et après, si, j'avais des films que j'adorais, j'aurais voulu vivre la même chose, mais je ne comprenais pas exactement ce que c'était qu'être acteur, je ne comprenais pas exactement... Il y avait plein de trucs que je ne comprenais pas, je ne captais pas, je regardais, je riais, et je trouvais ça chouette de passer ces moments-là. La boum, j'avais envie de vivre la même chose qu'elle, mais parce que j'étais une petite fille, très fille en plus,
Et là, boum, quoi. J'avais envie de vivre la même chose qu'elle. J'étais un peu obsédée par les garçons. J'étais carrément obsédée par les garçons. C'est vrai. C'est parce qu'on dirait pas comme ça. Justement, comme t'as ce côté timide, on se dit, tiens, non, elle a l'air d'être dans son coin, de pas penser à ça du tout. Mais si. Et alors, ça marchait? T'avais du succès? Ouais, carrément. Ah ouais? Bah, carrément. Ça, c'est trop bien. Non, mais enfin, j'avais pas du succès, je veux dire. Mais quand j'étais en maternelle, mais je pense que j'avais un grain, j'avais vraiment 10 amoureux. Ah, waouh! J'en avais 10 et j'étais amoureuse de tous les hommes qui passaient à la télévision. Tous. Même Jacques Martin? Tous. Vraiment des musclés, il y en a qu'un seul dont je suis pas tombée amoureuse, et je crois que c'est René. Non. Sinon j'étais amoureuse de tous. Ah, c'est incroyable. Ah ouais, donc t'étais vraiment obsédée par l'amour. Par l'amour. Ouais. Non mais c'est vrai. Bah ouais. Obsédée par l'amour, mais aussi parce que je regardais Hélène et les garçons, je regardais Premier baiser, donc j'étais complètement. Ouais, c'est ça. Série B, fleur bleue quoi. T'étais fleur bleue. Ouais. Et je ne suis plus du tout. La boum, c'est pas vrai. Bah, plus du tout. T'es plus du tout romantique? Ah si. Non. Mais non. Ah non, ça me saoule, je trouve ça T'as horrible. tout donné, ton capital romantisme a été épuisé quand t'étais jeune. C'est clair. C'est incroyable. Ouais. Ah ok, et donc t'as toujours 10 amoureux? Non. Ça se dit plus de toute façon. Quand t'as 12 ans, ça passe. Quand t'as 12 ans, ça passe. C'est clair. Ouais. Donc t'es passionnée par l'amour. Ouais. Tu fais du théâtre. Ouais. Ok, donc tu rêves de faire des rôles comme Sophie Marceau dans La Boum. Ouais. D'accord. Dirty Dancing, j'imagine. Grave. Ouais. Grease. Bien sûr. Bien sûr. Ok. Et donc, tu fais ta scolarité au collège, normalement, mais avec cette idée en tête déjà. Ouais. L'idée, elle est là et elle... en fait, c'est assez étrange parce que comme je connais personne qui fait ce métier-là, je le dis, mais je sais pas vraiment ce que c'est. Alors, oui, je fais du théâtre, donc je travaille des scènes, je travaille plein de trucs, mais en plus à Suresnes, j'étais au conservatoire de Suresnes et à Suresnes, il y a pas grand monde qui fait du théâtre. Moi, j'ai été une année seule avec la prof. Non. Ouais, pendant 6 mois, il n'y avait pas d'autres élèves que moi. Elle peut te remercier, elle aurait été au chômage. Oui, c'est clair. Ah ouais, putain, merci Louise Coldefi, grâce à toi, j'ai bossé 1 an. Ouais. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais. Les gens ne s'y intéressaient pas. Non. C'est fou. Non. Ok, donc tu fais ça ouais. et t'avances tranquillement, tu fais ton bonhomme de chemin, mais en te disant, c'est un truc inaccessible. C'est ça que tu dis, tu connais personne? Non, je connais personne, c'est un peu inaccessible. D'ailleurs, je sais même pas exactement comment ça fonctionne, ce que c'est, tout ça. Voilà, je continue à faire du théâtre parce que ça me plaît. Ouais. Je suis pas hyper bonne en plus. Vraiment, non, je suis vraiment... non pas que je sois un génie aujourd'hui, mais je veux dire, à l'époque, je vais vraiment être très, très nulle, quoi. Mais comment tu peux savoir? Parce qu'avec le recul, je sais que je faisais plein de trucs que je comprenais pas. Ah ouais. Je faisais semblant de jouer. Oui, t'étais dans le surjeu. J'étais dans le surjeu. Je pensais que c'était comme ça qu'il fallait faire. Puis j'ai compris bien plus tard que pas du tout. Et attends, mais t'as fait les cours Florent Mais à quel âge t'avais fait les cours Florent? Alors, quand je suis arrivée au lycée, en seconde, j'ai fait ma dernière année au conservatoire de Suresnes. Et après, j'ai dit à mes parents, ça suffit, il faut que je passe l'étape du dessus, il faut que j'aille dans une école à Paris. Ouais. Et donc, on a choisi les cours Florent, qui était le truc le plus connu. Et puis, parce qu'à l'époque, il y avait une brochure derrière le truc des cours Florent, et sur la brochure, il y avait le nom de toutes les stars qui étaient passées. Bah ouais, c'est ça. Donc, moi, ça me faisait rêver. Bah ouais. Et donc, je m'inscris là. À l'époque, ça s'appelait les cours préparatoires. Maintenant, ça s'appelle les AGI, je crois. Ouais. Et donc, j'ai fait 2 années là-bas, les samedis après-midi. Mais attends, parce que donc, tu passes ton bac, et après le bac, tu décides donc de faire ça d'une manière professionnelle. Et tes parents, ils disent rien? Alors, si. Alors, c'est-à-dire que je passe mon bac. Donc, je fais ces 2 ans au cours Florent. Ouais. Je fais des spectacles de fin d'année que mes parents viennent nous voir. Bon, il y a... Comme je dis, j'étais pas très forte, donc à aucun moment, mes parents me disent et pensent... et ils ont raison. Waouh, t'as un don. À aucun moment. Hyper vache, les parents. Je fais mes spectacles de fin d'année. Mais donc, bravo, et après, on rentre à Suresnes en voiture, mais voilà, il se passe rien. J'adore, c'est le retour dans la voiture très silencieux. Oui, et sinon, c'était bien. Mais attends, mais c'est eux qui payent l'école, ça coûtait hyper cher. Oui. Mais ils le font parce qu'ils croient en toi quand même, non? Non, ils le font pour me faire plaisir, parce que c'est mon activité extrascolaire. Et puis parce que c'est qu'une fois par semaine. Je veux dire, je suis encore au lycée, c'est une fois par semaine. Quand j'ai mon bac
et voilà, moi j'ai un bac ES option maths européenne, donc voilà. Ouais. Moi, mes parents, ils voulaient que j'aille en école de commerce, ils voulaient que je fasse HEC et tout. Je dis un petit peu avant le bac, moi je vais pas faire ça et je vais continuer le théâtre. Donc mes parents, ce qui se passe, c'est que comme ils n'y connaissent pas grand-chose non plus, ce qu'il y a, c'est que j'ai toujours eu des bons résultats, je n'ai jamais redoublé, et voilà, donc j'ai le droit d'avoir 2 années où je cherche un peu. Donc sympa. mes parents me disent, tu as le droit, mais tu as 2 ans pour réussir. Mais 2 ans, c'est bien déjà. 2 ans, c'est bien, et en même temps, c'est oui, quand on connaît le milieu, en plus, c'est long. Fou. Bah oui. Mais c'est fou. Ouais. Mais il te laisse cette opportunité-là. Il me laisse cette opportunité-là. Voilà. Ok, donc après le bac. Donc après le bac, je cherche une école de théâtre qui va prendre plus de temps qu'une fois par semaine. Je trouve un cours qui s'appelle Les Enfants Terribles, dans le 20e. Ouais. J'ai pas tellement envie de retourner au cours Florent parce que les 2 années que je viens d'y passer ont été chouettes, mais je me suis pas sentie super à l'aise. Enfin bon, voilà, des ambiances de cours que j'aimais pas trop. Donc je vais aux Enfants Terribles, j'y reste 3 ans. Et j'entends parler du conservatoire, des concours, et donc tu tentes ta chance. Je tente ma chance. Voilà. Et je n'ai pas ma chance, puisque que tu rates le conservatoire. Je rate tous les concours que je passe. Je suis en 2e année de théâtre. Quand je les passe, je les rate. Ma 3e année, je les passe, je les rate. J'en ai un, qui est celui de la classe libre. Donc je retourne au cours Florent. Ma première année au cours Florent, je repasse les concours, je les rate. Et la dernière année du cours Florent, je les passe et enfin j'ai le conservatoire. Purée, mais alors 4 ans. Donc tes parents, ils t'ont laissé finalement plus que de raison. Oui, ils m'ont laissé plus. Ah ouais, moi c'est qu'ils y croyaient quand même. Je sais pas. Non, ils avaient envie de te faire plaisir, tu crois? Je sais pas. Je crois que moi j'étais déterminée. Ma détermination faisait que ils me laissaient, mais ils flippaient. Et ils flippent encore. Ah ouais? Ah oui. Bon, attends, ça va maintenant, tranquille. Mais ils flippent encore, et moi aussi, de toute façon. Oui, mais c'est vrai que c'est un métier où tu sais jamais de quoi demain est fait. C'est tout le côté excitant de ce métier et en même temps tout le côté très stressant, quoi. Donc 4 ans, mais toi, t'es déter. Voilà, tu te dis, c'est ça que je veux faire. Tu lâches rien, quoi. Non. C'est beau de se représenter. Alors, moi, je sais pas si j'aurais osé, mais en même temps, c'est bien. C'est pas digne d'une fille timide. Non. T'as évolué. Et c'est assez... Non, mais c'est surtout assez bizarre, parce que j'ai toujours eu tendance à, notamment par exemple en sport ou quoi que ce soit, à laisser tomber très vite à la moindre difficulté. Et étrangement, le seul endroit où j'ai jamais lâché, ou au contraire j'ai continué, et là où j'ai été opiniâtre, c'est avec ça. C'est la seule chose où t'as persévéré. Sinon je suis plutôt du genre je suis nulle, je laisse tomber, quoi. C'est plutôt... c'est bien fait. C'est une nature comme ça, quoi. Ah ouais, incroyable. Et attends, et les cours Florent, donc la classe libre, il faut préparer quelque chose. Tu te souviens du texte que tu avais préparé? Ouais, carrément. C'était quoi? Alors, je me souviens... Moi, je venais pas des cours Florent, donc il fallait que je passe le premier tour. Enfin, voilà. Le premier tour, je me souviens plus trop. Je me souviens plus trop du premier tour. Je me souviens plus. Le deuxième tour... Je crois que c'était une pièce contemporaine avec un pote qui s'appelait Jean-Philippe à l'époque, qui était un skater qui faisait du théâtre avec moi. C'était très sympa. Et je pense que je suis juste. Donc comme je suis juste, je suis admise au 3e tour, mais c'est pas non plus, voilà. Et au 3e tour, je passe une scène de Marivaux. Et en même temps, il fallait faire une scène filmée. Et je prends une scène des Diaboliques. Et voilà, du film des Diaboliques. C'était un film un peu imposé. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pour mon passage, ça aussi c'était un peu compliqué, c'est-à-dire que pour mon passage du 3e tour, moi j'ai raté tous les concours avant, je suis aux Enfants Terribles, et je sais que les copains avec qui je suis croient pas tellement en mon talent. Sympa tes potes. Non mais c'était pas... Voilà, mais c'est vrai, j'étais pas hyper forte. Comme je dis, j'étais assez timide, je m'excusais d'être sur scène un peu tout le temps, donc forcément, arriver et imposer un truc sur scène, c'était pas mon premier instinct.
Et en fait, ce 3e tour, il s'est passé, j'allais avoir 21 ans, et j'étais dans une période où ça n'allait pas, enfin bref, il y avait eu vraiment un truc un peu con, et donc j'étais un peu triste, c'était une période où j'étais un peu triste. Et je m'étais dit, je vais tout donner. Le jour du 3e tour, je vais tout donner, toute ma tristesse, je mets tout à cet endroit-là. Et donc, pour la première fois, vraiment, je donne tout. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de timidité, il n'y a plus de peur, il n'y a plus rien. De toute façon, je vais pas bien. Ouais. Donc, j'y vais et au pire, je me foire. Et je crois que c'est la première fois que j'ai été aussi, finalement, engagée, engagée psychiquement et je veux dire vraiment investie dans le jeu. Ouais, c'est ça. Et à plus me cacher, à me dire j'y vais, je dégueule ce que j'ai à dégueuler et tant pis. Et ça m'a permis d'avoir le 3e tour. Je pense que c'est un peu ce truc-là. Je l'ai un peu eu sur un coup de chance, le 3e tour. Ouais, ou sur, tu sais, on dit c'est toujours le bon endroit, le bon moment. C'était le moment pour toi, quoi. Ouais. Donc, ok. Donc là, tu fais les cours Florent. Ouais. T'avais gardé la liste de tous les noms derrière. Bah maintenant c'est le nom des salles, donc en fait c'est sous tes yeux. Et donc comment ça se passe? Est-ce que c'est mieux que les 2 premières années que t'avais fait? Ouais, carrément. Ouais. C'est trop bien. Tu fais des rencontres? Je fais des rencontres. J'ai une super promo. Ouais. Y a qui dans ta promo qu'on connaît maintenant aujourd'hui? Il y en a? Est-ce qu'il y a des gens connus qui sont sortis de cette promo? Je crois pas. Bah, t'es la seule alors. Non, je crois pas. Tu sais plus, au théâtre, oui, mais sinon, non, je crois pas. Ok. Non, mais bon, si en tout cas, désolée, mais... bah non, mais t'inquiète. Mais donc donc, trop bien. Trop bien. Donc t'avances. Trop bien, c'est trop cool. Après, je suis un peu toujours. J'ai toujours un petit peu peur, je vais sur scène un peu à reculons. Ouais. Je me sens pas hyper légitime en fait. Il y a un truc étrange, je me sens pas légitime d'être sur scène, ni de porter un texte ou quoi que ce soit. Et puis je trouve que les gens de ma promo sont tellement forts. Moi justement, comme le 3e tour, je l'ai eu dans une période où ça allait pas et où je me suis dit, allez, j'y vais. Ouais. De l'avoir eu a été une telle surprise, c'est-à-dire que c'est le premier concours que j'ai de ma vie. Je suis très très surprise. Je suis là, genre, vous êtes sûre? Je les ai arnaqués, ils n'ont pas compris. Je les ai vraiment arnaqués. Et en fait, donc en première année, je suis encore un peu, je m'excuse encore un peu d'être là. Et je passe mais bon, je m'entends bien avec les gens, puis je trouve les acteurs tellement forts en face. Et en fait, je repasse le concours du conservatoire, donc pour la 3e fois. Ouais. Et je n'ai pas dès le 1er tour, je l'ai pas. Et en fait, là, il y a un déclic qui se fait et qui restera à jamais. Ouais. C'est-à-dire que cet échec-là, le 3e échec que j'ai pour le conservatoire, il est hyper important. C'est-à-dire que comme tous les autres, je chiale, ça ne va pas du tout, je suis au bout de ma vie, je me suis plantée, voilà, évidemment, on m'a jamais dit, t'es hyper talentueuse et a raison, enfin donc ça ne va pas. Sauf qu'en fait, je suis la seule de ma promo à pas avoir au moins le 1er tour. Et ça me... Enfin, vraiment, c'est encore pire que de pas l'avoir, c'est d'être la seule à pas l'avoir. Donc vraiment, je me dis, putain, mais la honte. Ah ouais. Honte, évidemment qu'on ne croit pas en moi, évidemment que j'ai arnaqué la classe libre en étant là, évidemment que je devrais pas être ici. Et en fait, le lendemain des résultats du conservatoire, où donc, j'ai chialé toute la nuit et tout, je me dis, mais putain, mais j'ai honte. C'est abusé d'avoir honte d'un échec. Être déçu et tout ça, ça va. Ouais. Mais avoir honte, c'est très grave. Enfin, je trouve ça grave. On a le droit d'être... tu vois, on a le droit d'échouer, quoi. Bien sûr, c'est vrai. Les échecs rendent plus fort. Bah, carrément. Et donc, en fait, ça m'a mis tellement en colère d'être passée par ce sentiment de honte. Ça m'a mis tellement en colère. Après toi. Après moi. Que je me suis dit, c'est plus possible. Je vais tout niquer. Mais je vais tout niquer. L'année prochaine au conservatoire, je l'aurai. Je vais niquer tout le game. Et à partir de là, il y a un réel changement. Je ne joue plus pareil. Ouais. Je passe tout le temps sur scène. Je propose plein de trucs. C'est une après-midi devant chez moi avec plaid, canapé, télévision. Ça va pas.
waouh, c'est qui cette meuf là? C'est pas possible. Elle va tout défoncer. Voilà, ouais. Ok, donc tu prends tes armes et puis tu te dis, allez go, c'est maintenant ou never. Quoi. Ouais. Ok, donc qu'est-ce qui change après ça? Donc t'es prise au conservatoire. Je suis prise au conservatoire. Et puis, c'est quoi le premier moment dont tu te souviens où tu te dis, c'est bon, je suis légitime, j'ai un pied dans le métier, mes parents sont fiers de moi. C'est à partir de quel moment ça? Je sais pas, il est jamais arrivé. Mais non. Bah non, il est jamais arrivé. Ah ouais? Bah non. Non. Bah alors vas-y, ta première fois devant un vrai public ou devant une caméra? Tu t'en souviens? Oui. C'était quoi, quand, comment? Alors, première fois devant un vrai public. Mais c'est vrai que j'ai fait tellement de représentations pour les parents. Ouais. J'ai fait tellement de spectacles de fin d'année que le vrai professionnel, celui où j'ai été payée, parce que j'en ai fait aussi beaucoup. J'en ai fait aussi beaucoup sans être payée. Ah ouais. Énormément en sortant du conservatoire. J'ai pas été payée et pourtant je travaillais comme une folle pendant 2 ans et demi. Ah ouais. Mais attends, pendant toutes ces années, comment tu gagnes ta vie et parce que il y a mes parents qui m'aident très clairement, et il y a aussi surtout au conservatoire, j'ai fait une pub. Ouais. J'ai fait une série de pubs Sofinco. Ouais. Et à l'époque, on était payé un max. C'est pas vrai. C'est génial. Ouais. Et donc, j'avais cet argent-là de côté parce que j'habitais à Suresnes chez ma mère encore. Donc, plusieurs épisodes de la pub Sofinco qui te permettent de vivre. Ok. Ouais. Génial. Trop bien. Parfait. Et je crois qu'il me reste encore un peu d'argent. Mais non, à ce point-là. Enfin, pas à ce point-là, mais je suis une fourmi, moi. Ah ouais. En fait, tu l'as dit à personne, tes parents ils ont tout payé. C'est cool. Non, mais j'économise un petit peu, quoi, parce qu'on sait jamais. Mais t'as raison. Donc ok, merci Sofinco, ça marche. Donc ça te permet d'avancer en tout cas. Ouais. Ok, donc première paye par... Première paye, je suis au Théâtre de la Tempête avec Clément Poiret, un metteur en scène que j'aime et avec qui je travaille pendant plusieurs années après. Et encore là j'aurais dû travailler avec lui en septembre, mais je peux plus, malheureusement. C'est Anouk Lévin et je joue le rôle d'une nana qui s'appelle Anna Flitz, qui est une serveuse très, 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 très laide. Elle-même amoureuse d'un homme très, très, très laid, mais elle est tellement plus laide que lui qu'il veut pas d'elle. Mais non. Ouais. Mais attends, alors ça, c'est dur à jouer quand t'es pas laide dans la vraie vie. Moi, j'ai à prendre en compte le fait d'être éconduit, la tristesse et tout ça. Et puis après, dentier, maquillage, et puis posture un peu étrange et tout. Et ça, c'est génial, une vraie transformation, c'est vraiment cool. Ah bah ouais, et donc pour jouer une femme rejetée, est-ce que tu te bases sur tes échecs précédents, justement? Oui, carrément. Non, mais c'est drôle parce que je me demande toujours comment tu prépares On te propose un rôle, ok? Comment tu le prépares? Justement, quand tu lis dans le scénario, on dit, tiens, Louise, col de fille, j'ai pensé à toi pour tel rôle, et tu vois fille très très laide. Comment tu le prends? Ou tu dis au contraire, ça va être un challenge? Ça dépend. Alors, par rapport à la beauté et tout, je pense que ou autre chose, si j'étais Gisèle Bündchen, ça serait difficile de se dire... putain, faut que je joue une fille laide et tout. C'est pas le cas. Je suis pas Gisèle Bündchen, donc il y a des moments où vraiment je me sens dégueulasse. Il y a des moments où vraiment je me dis, mais. Genre, surtout depuis quelques années, j'ai l'impression que plus personne me drague et c'est fini. J'ai passé de l'autre côté. Mais donc il y a un truc où je suis là, qu'est-ce qui se passe là-haut? Ah ouais, attends. Donc, voilà, ça se. Je veux dire, ça se conçoit. Je conçois totalement le truc et je peux totalement envisager de jouer quelqu'un de pas Jojo qui a pas de succès. Parce qu'en maternelle, j'en ai. Mais après, plus tard, j'ai des histoires d'amour qui sont vraiment las-deg, quoi. Enfin, j'ai des trucs un peu relous, tu vois. Enfin, relous. J'ai des trucs où je suis là, j'ai envie de dire à un mec que je l'aime et lui, il est en train de me dire qu'il me quitte, tu vois. Il y a vraiment des trucs où tu fais aïe, aïe, aïe. On n'est pas sur la même longueur d'onde, là. Ah ouais, putain, ça c'est dur. Mais ça laisse des bons souvenirs. Ouais. Non, c'est vrai. Mais bon, donc voilà. Et comment je prépare le truc, c'est... Ouais, moi, comment t'appréhendes un rôle qu'on te propose? Que ce soit au théâtre ou après au cinéma, tu nous raconteras d'ailleurs tes débuts, mais... Ouais. Je sais pas trop. En fait, il y a... Moi, j'ai vraiment une envie qui
qui est là depuis pas mal de temps et qui perdure, c'est de comment ce texte-là, donc au-delà du fait de comment je m'approprie ce texte, c'est qu'est-ce que le metteur en scène veut faire, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il veut raconter. Moi, je suis au service de ça. Et puis surtout, comment est-ce que ce rôle-là je peux le rendre profond et en même temps léger, en même temps, voilà, comment je peux amener, moi, de la nuance sur certains trucs, là où parfois c'est pas forcément écrit et tout. Ça m'importe beaucoup, quoi. Et c'est un truc qu'on t'a appris au fil des années, ou justement c'est quelque chose que t'as développé, compris toi-même? Parce que je pense aux jeunes acteurs qui sortent des cours de théâtre, et je me dis, est-ce que c'est des choses qu'on vous apprend, ou c'est une sensibilité qu'on développe avec l'expérience? Je pense que ce que les profs apprennent, c'est pas concrètement ce truc-là. Ce qu'ils apprennent, et ce qui est très 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 important, c'est quel acteur tu es. Ok. Et plus tu vas travailler, plus tu vas faire de scènes, plus tu vas savoir qui tu es, quel est ton instinct, qu'est-ce que tu aimes et dans quoi tu te sens bien et dans quoi tu sens que finalement là tu viens d'exposer ton point de vue sur la scène. Donc c'est ça qu'ils t'apprennent et c'est vraiment essentiel. Là il y a pas très longtemps il y a une jeune fille que je connais qui passe un concours et qui me dit t'as des conseils et tout. Je dis moi le conseil que j'ai à te donner c'est de déjà pas prendre une scène quotidienne où il se passe pas grand chose, avec des scènes avec des enjeux, mais que on puisse te voir toi, quel est ton point de vue sur cette scène-là, comment tu penses que ce personnage, qu'est-ce que tu as envie d'en faire et ce que tu as envie de raconter. Moi je me souviens d'une audition que j'avais passée où je faisais Camille Perdican, vraiment on badine pas avec l'amour, donc un peu une scène top 50 et tout, et j'ai à cœur au moment où je passe l'audition que Camille, le personnage de Camille, soit pas, comme moi je l'ai vu 1000 fois en cours, une jeune fille qui vraiment... voilà, c'est important pour elle l'amour et machin, comme j'étais avant, tu vois. J'ai pas envie qu'elle soit mièvre comme je pouvais l'être avant. J'ai envie qu'elle soit une badass comme aujourd'hui je veux l'être, tu vois. Parce que c'est le cas, en fait. En réalité, Musset est grand romantique. Et on est là et on fait jouer Camille par des jeunes filles qui sont un petit peu en robe blanche et pieds nus. Moi, elle me bourre. J'ai pas du tout envie de ça. Camille, c'est une nana. Elle a même pas 18 ans. Et c'est une ouf. C'est-à-dire que non, c'est son cousin, mais bon. Le mec qu'elle aime, c'était une autre époque. Voilà. Si lui, l'amour, c'est la bagatelle, machin, je peux aller à droite, à gauche. Si c'est ça, pour ça, l'amour, elle se casse, elle va chez les bonnes sœurs. Voilà ce qu'elle lui dit. C'est quand même énorme. Enfin, genre, la meuf, elle a 16 piges, quoi. Moi, à 16 piges, j'avais pas du tout... Enfin, un mec me disait, attends, je suis en comment ça s'appelle, là, en union libre et tout, machin. J'étais à d'accord et tout. Mais Camille, elle dit non. Elle dit non, union libre, ça va pas ou quoi? C'est ça. Il n'y a pas de ça, c'est pas possible. Et elle dit, et elle le fait. Elle va chez les bonnes sœurs. Donc, moi, je me dis, quand, tu vois, le temps a passé, que je passe une audition pour On badine pas avec l'amour, je me dis, mais attends, mais Camille, c'est une ouf, elle est incroyable, cette meuf. Donc, elle a un caractère de malade. Donc, je ne vais pas la jouer avec une voix légère, aiguë, fluette. Je vais pas mettre une robe et je sais pas quoi, en disant, j'espère que vous m'aimerez, mon cousin. Non, si tu vas m'aimer, si tu m'aimes pas, je me casse. Alors, le texte reste le même, je ne le change pas. Mais derrière, je mets mon point de vue à moi. Ta façon de jouer. Voilà. Et j'ai pas eu l'audition. Je m'attendais tellement pas à cette chute. Non, c'est extraordinaire. Tu me fais pleurer de rire. Mais t'avais l'air tellement convaincue. Bien sûr. Et convaincante. Mais je me suis dit, mais le génie de la... Le génie. Et tu termines par j'ai pas eu l'audition, c'est extraordinaire. C'est presque mieux. Ça veut dire que c'est eux qui sont cons et rétrogrades. Bien sûr. T'étais trop en avance. Mais je suis d'accord. Et c'est que c'est terrible, c'est qu'il y a plein d'auditions que je n'ai pas, mais je suis persuadée d'avoir raison. Mais c'est ce qu'il faut. Tu vois? Mais bien sûr. C'est eux qui se trompent. Mais c'est sûr. Ah oui. C'est sûr, enfin.
Bon, et alors donc, tu dis, je rebondis sur... C'est tellement énorme. Je rebondis sur le fait qu'il faut apporter quelque chose et donner quelque chose au personnage. La majorité des gens t'ont connu grâce au rôle de Clémentine, quand même. Je veux dire, grand public, parce que tu avais fait plein de longs métrages avant, dans Family Business. D'ailleurs, les gens, souvent, quand ils connaissent pas ton nom, ils disent la folle de Family Business. Et là, les gens te percutent directement. Alors, où t'es allé chercher? Parce que t'es pas comme ça du tout dans la vie. Non. Donc, comment t'es allé chercher ce personnage? Est-ce qu'on t'a demandé de faire ça Et puis, on a l'impression, là, t'es avec aussi Igor Gottesman et Pierre Ninet, tout ça, même équipe que, tu vois, que Family Business sur Netflix, dans Fiasco. Comment s'est fait aussi cette rencontre? Raconte-moi ça. Family Business, l'aventure. Alors, ça démarre avec Five, qui passait hier sur... ça passait hier sur... Ça n'existe plus, TPS Star? Aucune idée. Non, ça n'existe plus, j'aime vraiment te dire un mot. Ça passait à la télé? Si, c'est possible, franchement. TPS Star. Je sais pas, TPS, ça n'existe plus, TPS. C'est une catastrophe. J'ai vraiment dit Antenne 2, c'est sûr, ça n'existe plus. Donc, de Igor Gottesman aussi, avec François Civil, Pierre Ninet, le crew, quoi. Exactement. C'est une team. Oui, ça commence sur Five. Ça commence, je passe des castings, parce que donc après le conservatoire, enfin non, même juste avant de l'avoir, l'année où je l'ai eu, je rencontre mon agent. Et voilà, et c'est trop bien. Et donc, donc décide... un agent, ça trouve du boulot. Ah oui, mais sans lui, je suis pas là. Hein. Ben, tu peux pas savoir le nombre de comédiens qui disent l'inverse, qui disent que avoir un agent, finalement, c'est dur, il passe jamais de casting et machin. Ah non, moi. Toi, tu le remercies, quoi. Ah non, mais moi, c'est évident, c'est exceptionnel. Alors, comment tu le rencontres? Alors, est-ce qu'on revient un petit peu en arrière? Je reviens en arrière. L'année où j'ai le conservatoire, donc je suis en 2e année classe libre, et en fin d'année, je fais un spectacle. Pour tes parents. Et en fait, il vient. Il vient et en fait c'est un spectacle, c'est une espèce de concours, enfin voilà, je sais plus comment ça s'appelle en plus ce truc. Prix Olga, c'est un prix Olga Horstig. Voilà. Et il y a un jury, et voilà, il y avait Jean-Michel Ribes dans ce jury, qui était le réalisateur des pubs Sofinco. Donc c'est comme ça qui me repère et qui me prend dans la pub Sofinco. Ok, qui était directeur de théâtre par la suite. Exactement. Ok, incroyable. Et en fait, dans le public, il y a mon agent. Moi, j'en ai une, mais bon, je passe pas trop de casting. Et puis, on se rencontre et il me dit que lui, il commence un petit peu, voilà, qu'il aimerait vraiment travailler avec des jeunes comédiens, qu'il a envie de les envoyer rencontrer plein de directeurs de casting. Donc, si ça me dit, on commence l'aventure ensemble. Super. Donc, on est en 2010 et on commence l'aventure ensemble et il m'envoie passer, mais vraiment, énormément de casting. J'en passe énormément. Génial. Voilà, pendant des années et des années. Pendant des années. Ouais. Et c'est comme ça que tu rencontres l'équipe. Et c'est comme ça que je rencontre Igor. En fait, un jour, je passe un casting avec Élodie Demey, une directrice de casting super. Et puis, je passe pour le rôle dans Five de la petite copine de Pierre, qui sera jouée par Lucie Boujna. Et en fait, il se trouve qu'Igor est là et il me donne la réplique pour le casting. Et moi, c'est une période où j'ai raté tellement de castings. J'en ai passé plein, mais j'en ai raté tellement que je suis évidemment passée par des moments un peu du rail. Et là, pareil, je laisse tomber. Je me dis, je m'amuse et puis tant pis, on verra bien. Voilà, oui, tu vas sans enjeu, quoi. Je suis un peu dans une période où de toute façon, je les aurais pas. Donc voilà, autant pas trop... Et en fait, je m'amuse et lui, j'ai l'impression que je l'amuse aussi. Donc, je suis trop contente. Je sors d'un casting en me disant, en tout cas, j'ai passé un bon moment, c'était chouette. Et en fait, il me rappelle pour un plus petit rôle. Donc, je suis hyper contente. Et puis, voilà, donc je fais la fille de la concierge dans Five. Et c'est une des premières fois où j'ai tourné déjà avant. Mais c'est vraiment une des premières fois où je m'éclate dans le jeu, quoi. C'est-à-dire que la liberté que j'avais au théâtre, parce que l'expérience, parce qu'à un moment donné, voilà, je me sentais bien et comme à la maison au théâtre. Là, j'ai la même liberté, mais devant une caméra. Chose que je pensais pas tellement possible. Et donc ça commence comme ça, et on s'entend bien, on rigole un peu et tout ça. Je sens que je les fais marrer, ils me font trop rire, donc c'est cool. Mais bon, moi j'ai 2 jours, hein, donc en fait... t'as 2 jours de tournage, Voilà, donc il y a un truc...
Et puis en fait, Igor me rappelle, je sais plus combien de temps après, peut-être 1 an après, pour me dire qu'il fait une pub et que si samedi on l'a fait ensemble. Donc je suis grave. Ouais. Et on s'amuse bien, on fait une journée de tournage, je m'amuse bien. Et puis un jour, il me rappelle en me disant j'ai Family Business et tout. Si ça te dit de passer le casting, parce qu'il fallait quand même convaincre Netflix. Bien sûr. Ouais. Et donc je passe le casting pour ce rôle de Clémentine. Et puis je fais, je veux dire au casting, je suis ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en casting maintenant, enfin surtout pour les comédies, je fais ce que je veux. C'est-à-dire que j'arrive, je dis, dans ma tête, je me dis, je fais ce que je veux. Ouais, ce que tu ressens. Voilà, ce que je ressens, je m'amuse. Ouais. Et puis ça passe ou ça casse, et tant pis quoi. Le mieux, c'est de me montrer et que je sois pas déçue de moi à la fin. Bien sûr. Et donc voilà, donc j'en fais des caisses parce que c'est ce qui m'amuse. Ouais. Et puis ça marche. Donc en fait, après, c'est parti pour le tournage. Saison 1, saison 2, saison 3. Et là, donc pour toi, à ce moment-là, tu te dis... parce que tu avais, encore une fois, c'est bien de le rappeler, mais tu avais fait plein de films avant quand même. Ouais. Tu as tourné beaucoup avec Marc Fitoussi, j'ai eu 3 films, tu as fait avec lui. Ça déjà, c'est toujours bon signe quand les réalisateurs sont fidèles à leurs comédiens. Ouais. C'est le cas d'Igor. Alors Gottesman, tu vois, en 2 jours de tournage, tu l'as convaincu pour qu'il te suive sur des années. Ouais. Donc ça, c'est génial. Et est-ce qu'il y a eu un moment dans ta carrière, là où tu te dis, ça y est, ou t'as encore 1000 trucs à prouver? Je veux dire, Family Business était un tel succès que est-ce que tu sens quand même que tu as passé une étape où tu te dis non, j'avance quoi qu'il de la même façon? L'étape, je la sens peut-être plus maintenant. Ouais. Je sens qu'il y a une petite étape maintenant que je passe qui n'est pas immense, mais en tout cas, je sens maintenant que je fais un peu plus partie du paysage et si jamais on me parle de moi à des producteurs, ils peuvent voir qui je suis. Ouais. Ça, c'est vraiment ce que je ressens. C'est pas énorme et en même temps, c'est énorme. C'est-à-dire que vraiment, moi, je trouve ça fou de recevoir. Je reçois des projets en me disant on espère que ça va lui plaire. Je trouve ça fou. Ah oui, c'est-à-dire t'as plus de casting, quoi. On t'appelle. J'en ai un petit peu moins. Oui, t'en as moins. Il y a des trucs où il y a des gens qui disent je veux bien que ce soit elle. Ah oui. Et ça me rend dingue. Ah moi, je suis, mais pour moi, c'est pas normal. Enfin, il y a un truc où je. Bah si, quand même. Mais c'est trop bien. Donc je suis trop contente et c'est trop cool. Ouais. Donc voilà. Donc il y a un petit step que je sens maintenant, mais pendant Family Business, je l'ai pas du tout senti. Ouais. Et puis surtout, il y a aussi ce truc-là, mais que j'ai encore aujourd'hui, c'est que tant que les choses ne sont pas là, elles sont pas là. C'est-à-dire qu'on peut me dire. Je m'en fais pas pour toi, tout va bien et ça. Bien sûr. Mais en fait, moi, si c'est pas là, si je suis pas sur le tournage, je ne considère que je ne travaille pas et que je n'ai pas de travail. Oui, donc, c'est le concret qui compte. Voilà. Quoi. Ouais. Donc, Family Business, je me suis pas sentie... j'ai pas senti qu'il y avait un changement, un truc, une évolution. J'ai pris les choses comme elles étaient, c'est-à-dire que c'était trop bien, c'était trop cool, mais peut-être qu'après, il va rien se passer. Donc... Oui, t'avances au jour le jour. Voilà. Ok. Néanmoins, sans ça, je n'aurais pas justement ces propositions. C'est-à-dire que c'est un... Oui, sans Family Business, tu penses. Donc ça a quand même été un premier step de changement. Ouais, c'est essentiel. Ouais. Et même, donc ça, c'est pour le regard des gens du cinéma, on va dire, et du grand public, parce qu'ils te connaissent plus. Mais à l'intérieur de toi, en tant que comédienne, est-ce qu'il y a un truc qui a changé quand même? Est-ce que... tu te dis justement la fille qui ose pas, la fille timide, parce que tu m'as dit tout à l'heure que au troisième échec du conservatoire, il y a eu cette espèce de déclic de maintenant j'y vais, je défonce tout. Ouais. Est-ce que t'as gardé ce truc-là pour être le moteur de tous tes castings, quoi, entre guillemets, ou est-ce que d'année en année, il y a quand même toujours un petit truc en plus que tu vas choper, quoi? Je sais pas, un déclic supplémentaire, une facette de toi que tu connaissais pas qui est débloquée. Alors oui et non. Alors ce déclic-là que j'ai eu en 2009, je crois, il est là, il reste là, et c'est même c'est comme ça que je joue. Ouais. C'est-à-dire que je joue, et c'est aussi pour ça j'ai fait pas mal de films avec 1 jour, 2 jours de tournage, et j'ai à chaque fois
tout donné. Et tous les matins où j'arrivais sur le tournage, évidemment, traqueuse comme c'est pas permis et tout, je me disais, je vais tout niquer. C'est pas possible, il faut que je nique tout. Mais parce qu'aussi, il faut qu'on me voie, il faut qu'on me repère, il faut que... Voilà. Donc, il y a une vraie... Il y avait une vraie volonté d'être très, très présente, quoi. Qui ne me quitte pas. C'est-à-dire que vraiment, il y a des moments où je me dis... Il va falloir qu'à un moment donné, je me calme aussi, que j'accepte de jouer tranquille. De manière tranquille. Parce que il y a un côté un peu... en même temps, t'as pas tort, parce que dans un film, il peut y avoir plein de comédiens, mais il y en a souvent qui ont une séquence et on ne retiendra que cette séquence-là. Donc, t'as pas tort, en vrai. Oui. Bah ouais. Oui. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on... voilà. Bien sûr. Non, mais ça a marché. Bien sûr, ça a marché. Ouais. C'est-à-dire que, évidemment, quand j'arrive sur Five, mon objectif, c'est il va falloir qu'on m'embauche après. Bah ouais. Et que je plaise à cette équipe-là. Ouais, bien sûr. Et ça a été le cas, donc je suis hyper contente. Bah ouais. Il y a aussi des films où j'ai tout donné, où j'ai plus à personne. Ouais. Évidemment. Ça arrive aussi. Ça arrive aussi. Mais donc, voilà, cette espèce de une bonne colère. Enfin, je ne sais pas une colère, mais oui, un vrai moteur, une vraie turbine à l'intérieur, elle est toujours là. Ouais. Donc ça, c'est cool parce que c'est mon moteur, quoi. C'est ce qui fait que j'avance et tout. Ce qui est nouveau et les déclics que j'ai, il est récent. Attention. Non, mais en fait, le déclic que j'ai, c'est que... Comment dire ? Justement, tu vois, par rapport au truc de jouer des filles moches ou des trucs comme ça, je n'ai quasi jamais joué le romantisme. Ouais. Je l'ai jamais fait parce que ça fait pas partie de ma personnalité, j'aime pas ça, Et en même temps, là, je suis en train de me dire, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe dans ma tête ? Pourquoi je refuse de jouer ça ou de l'incarner ou quoi ? Et alors d'un côté, je crois que d'avoir eu un refus de l'incarner m'a permis de développer toute une palette de jeux dans le comique notamment. Que j'aurais pas pu avoir si d'un seul coup je m'étais regardée en me disant est-ce que je suis jolie, est-ce que je suis truc machin. Moi, je n'en avais rien à foutre. Enfin, tu vois, je me souviens au conservatoire, à un moment, on travaillait Corneille et on devait avoir donc forcément des corsets, des trucs comme ça. Et moi, ça me saoulait d'avoir un corset parce que ça fait ressortir les seins et machin. Et pour moi, ça te féminisait. Bah ouais, ça me féminise. Et donc, si ça me féminise, on m'écoute pas et on me regarde pas au bon endroit. Donc, si on voit mes seins, ça n'est pas intéressant. Ok. Donc. Quand j'avais des camarades qui essayaient de serrer pour faire ressortir leur gros nichon, moi j'étais tu ne serres pas. Et donc j'avais une espèce de... Il n'y avait rien, quoi. Il y avait un trou entre le corset et mes seins. Bon, déjà, c'est pas comme si... Voilà. Et donc j'étais là et on voit rien. Vraiment. Nickel. Même si je me pense, alors je peux faire tout ce que je veux. Ouais. Donc j'avais vraiment à cœur que physiquement je disparaisse. Il y a un truc un peu physique de... Il faut que je disparaisse parce qu'il faut qu'on m'écoute, il faut qu'on m'entende, il faut qu'on voit mes grimaces à la limite et qu'on entende mes ruptures, mais pas... faut pas que je sois jolie. Si je suis jolie, on m'écoute pas, de toute façon. Donc, voilà. Ouais, c'est marrant. C'est comme ça que tu voyais. C'est comme ça que je voyais le truc. Okay. Et donc, ça m'a permis d'aller chercher plein de trucs trop cool. Et pareil aussi, je veux dire, en tragédie, je travaillais m'aider et je me disais, si je suis jolie, on va pas écouter la réelle complainte de ce personnage-là. Enfin, c'est quelqu'un qui a une vie horrible et qui va tuer ses enfants. Si d'un seul coup, j'ai les bzaises comme ça et des tournicotis dans les cheveux, on s'en fout de ce que je suis en train de dire. Ce qui est le plus important, c'est ce que je dis et ce que je vis, pas à quoi je ressemble. Donc, il y avait vraiment... ça me tenait vraiment à cœur. Aujourd'hui, j'ai l'impression... Dit-elle en se recoiffe. Et peut-être parce que justement j'ai l'impression de passer du côté où on se fait plus draguer. Mais non, j'ai l'impression qu'il y a des rôles qui sont devenus plus profonds malgré justement cette espèce d'aspect romantique ou voilà, enfin quand je vois des actrices très belles qui ne se camouflent pas.
et qui ne camouflent pas ni leur beauté ni leur corps. Enfin, peu importe en même temps le degré de beauté que tu as, mais quand, ça n'empêche pas d'avoir des personnages complexes et profonds. Alors qu'avant, je croyais que c'était incompatible, quoi. Donc il y a un peu ce déclic aujourd'hui où je me dis je vais faire un peu attention à être aussi à être bonne actrice, et avoir aussi ce côté romantique, quoi. Oui, voilà, séduisant entre guillemets. Séduisant entre guillemets, c'est-à-dire si peut-être plus doux, ouais. Voilà. Ok. Bon, écoute, moi, je trouve que c'est très bien. Parce que je suis persuadée que malgré l'identité d'actrice ou d'acteur de chacun, il y a forcément des choses qui changent avec le temps. Et tu vois, ça, par exemple, c'est hyper intéressant pour des jeunes comédiens qui nous écoutent de se dire que, quelle que soit la façon dont ils jouent aujourd'hui, cette façon-là, même si ce sera peut-être la fondation de leur jeu, évoluera forcément en fonction de qui ils sont depuis toujours, des rencontres, des rôles, mais grave, des choses qu'ils ont envie de jouer. Ouais. Et alors, ok, donc pour revenir sur tes débuts, ton parcours aujourd'hui, ça fait donc combien d'années que t'es comédienne? Et si on compte à partir de la seconde. Ah ouais? Ouais. Bon, alors des cours Florent, mais classe libre. Aïe aïe aïe. Moi, je compterais. Je vais changer le décompte. C'est-à-dire que je compte à partir du moment où j'ai été intermittente. Ok, ouais. Voilà. Ok. Professionnalisation, quoi. Ouais. C'était en 2016. Ouais, donc il n'y a pas si longtemps, alors. Non. Il y a 8 ans. Ouais. Ok. Mais avant, je faisais du théâtre, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais bon. Bon, et alors, quel est le moment où tes parents t'ont dit « On est fiers de toi, bravo ». Allez. Non, vraiment? Oui, non, si, il y en a. Mais c'est... c'est vite fait, quoi. C'est vite fait, quoi. Ils sont quand même fiers que tu fasses ce métier. Oui, ils sont fiers. Mais les deux sont différents. C'est-à-dire que ma mère est fière de tout. De tout. Elle est fan. Elle est fan. Ouais. Donc, elle est fière de tout. C'est-à-dire que c'est une mère. Voilà, je pourrais... non, je pense que si je fais vraiment, vraiment une daube, elle sera un petit peu moins fière, mais en tout cas, elle est fière de beaucoup, beaucoup de choses. Mon père est beaucoup plus critique. Ouais. On en parlait encore il y a 2 jours. Il est beaucoup plus critique, donc non, il y a des petites fiertés, des trucs cons. Je suis passée à France Inter et il était quand même... tu t'es bien débrouillé. Ouais. Donc il y a des trucs un peu comme ça. Il n'a pas le compliment facile. Non, il n'a pas le compliment facile, et en même temps, moi, je suis pas tombée très loin du pommier non plus, c'est-à-dire que je me complimente pas très très facilement non plus. Ah ouais, t'es dur avec toi-même. Ouais, je suis dure. Ouais. C'est-à-dire que si ils sont fiers, dans l'absolu ils sont fiers, et moi aussi dans l'absolu je suis fière, mais bon, de là à me sentir légitime et de dire je suis actrice depuis combien de temps, j'ai l'impression d'être encore aux prémices, quoi. Ouais. Au début. Je suis arrivée nulle part. Je sais même pas si on arrive un jour. Et là. Justement, c'est quoi le moment où tu te diras là, c'est bon? Un César, un Oscar je pense qu'avec un Oscar, t'es pas mal. Ouais. Mais je crois que ça arrive pas tellement. Je pense que déjà, ça arrive à un âge. Ouais. Je me dis que. Oui, si t'es dans ce milieu depuis 20-30 ans, tu peux considéré comme légitime. Voilà, je pense qu'à l'âge d'Isabelle Huppert, tu vois, on va dire la soixantaine, t'es là depuis l'âge... Isabelle Huppert, elle a commencé, elle était vraiment hyper jeune, mais je pense qu'elle a pas trop de soucis à se faire. Il y a un truc où tu dis... Oui, la carrière est faite. À un moment, il y aura quelqu'un qui va me proposer un petit truc, ou moi-même, je vais dire j'ai envie de faire ça, et ça va se faire. Donc je pense que quand t'atteins ce niveau-là, tu te fais pas de soucis. Voilà, c'est tout. Sinon, je me fais du souci. Bon, c'est normal, mais c'est bien de rappeler parce que j'imagine qu'il y a plein de comédiens qui vont regarder, tu vois, ce podcast ou l'écouter. Donc, et d'ailleurs, ça me fait penser à tes parents. C'est une question que je me suis souvent posée et j'ai toujours oublié de la poser. Est-ce que quand on te propose un rôle, tu penses à ce que tes parents vont penser? Parce que je pense à ça parce que moi, sur scène, ça m'est arrivé de faire des vannes sur ma mère, mais pour faire rire. Mais quand ma mère était dans la salle, c'était différent.
Et souvent, elle prenait ça au premier degré. Donc tu dis, waouh, la fois d'après, il faut que je fasse gaffe. Ouais. Mais en fait, non, il ne faut pas faire gaffe. Ouais. Mais est-ce que quand tu es comédienne, tu penses à ça? Alors, moi, non. Ok. Vraiment. Ouais. Mais c'est vraiment le dernier truc auquel je penserais, c'est ça. Je pense d'abord à moi, ce que je ressens, comment, est-ce que ça me plaît. Si t'es à l'aise, est-ce que je suis à l'aise et tout ça. Ouais. Après, je n'ai jamais eu à faire de trucs où mon intimité est exposée. Ouais. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, je me pose pas la question. Si jamais si jamais ça arrivait, si on me proposait un projet avec beaucoup soit de nus, soit de scènes d'amour, tout ça, je suis pas sûre que je penserais à mes parents. Oui, vaut mieux pas. Non, tu penserais pas ça. Non. Tu te demanderais si ça sert le scénario ou pas, non? Ou un truc comme ça. Bien sûr. Parce que moi, je me dis, bon, Kate Winslet dans Titanic, la meuf a fait des pieds et des mains pour avoir ce rôle. Ouais. Il y a une scène où elle est toute nue, où il la dessine, on voit son corps, voilà, elle pourrait être, je sais pas, gênée. Et en fait, la scène est tellement belle dans cet écrin de film magnifique que tu dis, on s'en fout. En fait, on n'y pense pas. Mais quand tu lis le scénar, toi, en tant que femme, tu vois cette séquence où tu es nue pendant 20 minutes. Tu vois. Donc voilà, c'est une question que je me posais à chaque fois. Bah oui, moi, les fois où si, bien sûr, je me demande si ça sert. Bah ouais. Ouais, c'est ça. Bien sûr. Et puis, alors, ça m'est pas arrivé. En même temps, ça m'est arrivé qu'on me dise, bah là, peut-être, t'as pas de haut et tout. Ah ouais. J'ai dit non, quoi. Ah oui, oui. Je peux en avoir un? Ouais. Oui. Ouais. Oui, bah oui. En avoir un. Ouais. Bon, bah alors, si je peux en avoir un. Non, mais je veux dire, tout le monde ne fait pas l'amour complètement tout nu, tout le temps, en permanence. C'est vrai. C'est vrai. Donc, et alors? Bah ouais. Bah donc j'ai un t-shirt et puis c'est tout. Alors, il y a plein d'autres petites questions. Déjà, quel conseil tu pourrais donner aux acteurs, actrices qui ont envie de faire ce métier maintenant? Et si t'arrivais, toi, aujourd'hui, avec l'âge que t'as, est-ce que tu penses que ce serait plus difficile? Le conseil que je donnerais, en fait, je pense qu'aujourd'hui, ça serait plus difficile. Je vais commencer par cette deuxième question. Ouais. Aujourd'hui, ce serait plus difficile parce qu'il y a les réseaux sociaux et qu'il y a plein de manières de faire qui sont différentes. Ce qui me bouscule, même moi aujourd'hui, c'est-à-dire que je comprends que n'avoir aucun lien avec les réseaux sociaux, ça peut porter préjudice parfois pour du travail. C'est ce que je commence à comprendre et c'est ce qui me fait un peu flipper d'ailleurs. Et en même temps, jouer le jeu totalement, ça fait pas partie de moi non plus. Donc, il y a un truc où ça me bouscule un peu. J'ai un peu un rapport contrarié à ce truc-là. Donc, je pense que si j'arrivais maintenant, il y aurait tellement de manières de faire que tu saurais pas laquelle prendre. Je saurais pas laquelle prendre. Je saurais pas laquelle est la plus juste. Est-ce qu'il faut que je fasse des pastilles sur Insta, sur TikTok, pour avoir un rôle chez Audiard? Je sais pas. Voilà. Ou pas. Enfin, voilà, c'est un peu compliqué. C'est les questions qui se posent. Je trouve que ça commence à se mélanger pas mal. Il y a aussi YouTube, il y a des films qui se font. Enfin, il y a plein de trucs qui bousculent un peu toutes les règles qui étaient établies jusqu'alors. Donc tant mieux, c'est une nouvelle manière de faire. Mais ce qui m'amène donc à la première réponse, quel est le conseil que je pourrais donner? C'est donc un conseil de vioc qui n'a pas vécu avec les réseaux sociaux. C'est donc prendre des cours de théâtre. Tout à fait. Non, mais pour moi, c'est assez évident. C'est effectivement prendre des cours de théâtre, travailler le plus possible des scènes de tous les registres différents, de toutes les époques différentes aussi, pour travailler les langues, la poésie, aller au théâtre, bien sûr, aller au cinéma, c'est évident. Et puis voilà, et puis surtout ne jamais rien lâcher. Voilà, je me le dis à moi-même, ce que je dis. Oui, bien sûr. De rien lâcher, tu l'as prouvé. Voilà. Et puis ne pas s'arrêter sur un échec. Ah bah non, alors là... Bah oui. Ouais. Et alors, tu dis un truc très juste, c'est un podcast sur le cinéma de base, mais
enfin, surtout aller au cinéma. Enfin, se construire une culture cinématographique, théâtrale, etc. S'enrichir de ça. Donc, moi, j'ai une question que je pose à tous mes invités. Quels sont les 3 films, c'est dur hein, comme question, qui sont incontournables pour toi, ou 3 films qui ont changé ta vie ou marqué ta vie? C'est vaste. Ah, c'est très vaste. Et vraiment que j'en mette que 3, parce que je peux en mettre une dizaine, quoi. Bah, mets ceux qui te passent par la tête et dis-moi pourquoi. Je dirais Les Bronzés. Ouais. Le premier. Ouais. Les Bronzés, je trouve que, malgré ce que certains peuvent penser, je trouve que c'est un film brillant. Ouais. C'est un film qui mêle tout ce que j'aime. C'est très drôle et en même temps, c'est pathétique. Ils ont réussi à écrire et à créer des personnages qui sont... incroyables, ils sont tous nuls et pourtant on s'attache à eux, mais ils sont nuls, ils sont horribles, que des personnages horribles, et je trouve ça génial. Et ça rejoint aussi le travail de Clément Poirel, le metteur en scène avec qui je travaille souvent, sur le travail du monstre. Et moi j'aime ça, j'aime bien travailler les monstres. Et le monstre, c'est l'opposé du clown pour ceux qui font un petit peu de... C'est-à-dire, le clown qui est en toi, c'est le personnage un peu drôle, comique. Ouais. Le monstre, c'est le personnage un petit peu... le monstre, où je suis à côté total. Non, on peut avoir un clown monstrueux et ça peut être notre monstre. C'est-à-dire que vraiment, le monstre, c'est quelqu'un d'affreux, quoi. Ouais. C'est vraiment quelqu'un d'affreux. Et je trouve ça génial de travailler ça. Okay. Je trouve ça génial de le rendre touchant. Je trouve ça génial de le rendre... humain ou drôle, enfin je trouve ça trop bien. Moi c'est ça que j'adore ça. Et Les Bronzés, je trouve qu'ils ont réussi ce truc là de rendre de montrer la monstruosité humaine en étant hyper simple. Ouais. Mais ils sont tous affreux, ils sont d'un mépris fou. Bien sûr. Ils sont affreux, ils parlent pas correctement, ils sont misogynes, ils sont affreux. Ouais, c'est vrai. Ils sont affreux. C'est vrai que quand Thierry Lhermitte fait passer les meufs sur une balance pour savoir le nombre de kilos qu'il a niqué dans la semaine, moi ça me fait mourir de rire. C'est affreux. Mais c'est horrible. C'est affreux. C'est horrible. Et tout le monde est horrible. Ouais. Dominique Lavanant qui rêve de se faire tirer, enfin je veux dire, et elle n'y arrive jamais. C'est affreux, elle n'y arrive jamais. Mais c'est comme Jean-Claude Duss. Tout ça, c'est terrible et je trouve ça génialissime. Ouais. Vraiment, je trouve ça génial. Et en plus, c'est vraiment un film que je regarde et je trouve qu'ils n'en font pas des caisses, quoi. Non, c'est vrai. Mais même le 2 est exceptionnel. Enfin, au ski, les Bronzés font du ski. Avec la première séquence où ils jettent le scrap par la fenêtre et que les mecs ils disent merci avec toutes les pièces qui tombent, je trouve que c'est du génie. Mais évidemment que c'est du génie. c'est vrai, c'est très drôle. Évidemment que c'est du génie. C'est ma femme a été malade. Mais oui. Enfin, tu vois, il y a aucune empathie. Ils sont horribles. Ils sont horribles. T'as raison. Ça, franchement, pour ça, Les Bronzés, je trouve ça exceptionnel, vraiment. Donc ça, c'est un film qui reste et qui restera parce que voilà, je le trouve vraiment brillantissime. Après c'est dur, hein. C'est très très dur de trouver. C'est compliqué. Disons les 2 qui deviennent comme ça, quoi. Les films auxquels tu penses. Les films auxquels je pense. Ouais. Oh, putain, c'est dur. Hein. C'est dur. J'ai trouvé que Les Amandiers de Valéria Bruni Tedeschi, c'était super, mais parce que ça parle de théâtre et que je suis hyper contente de voir comment les acteurs travaillent. Ouais. J'étais vraiment contente de ça. Je me sentais hyper proche d'eux parce que j'ai vécu les mêmes choses, moi, en école de théâtre. Donc, c'est partie des derniers films où vraiment je me suis dit, ça me fait plaisir, j'ai l'impression qu'on parle de moi. Ouais. J'enlève l'histoire d'amour, tu vois, ça mise à part. Tu t'es sentie impliquée, quoi. Ah ouais, je me sentais impliquée. Je sentais qu'on parlait de moi. J'ai vraiment, vraiment aimé. Puis j'aime bien qu'on les voit travailler Tchekhov. J'adore ça, quoi. Ouais. Donc ça, c'est hyper cool. Et après... je dirais La bataille de Solferino pour d'autres raisons. Ok. C'est un film que j'adore.
Je le trouve pareil, ultra brillant. C'est terrible de mettre les bronzés et la bataille de Solferino à côté. Dans ton top 3, mais non. Mais moi, au contraire, je trouve que c'est ça qui est extraordinaire. C'est, t'imagines, la beauté du cinéma, c'est ça. C'est que tu peux être emballé par un film qui est une comédie pure et un film de genre, enfin, rien à voir. Mais je trouve que c'est génial. Ce qui veut dire que le cinéma peut bouleverser des gens avec des genres différents. Enfin, moi, je trouve que c'est ça la force du cinéma. Donc, au contraire, je trouve ton top 3 hyper intéressant. Voilà. Ok. Donc, maintenant, la bataille de Solferino. Parce que je trouve que là, pour le coup, là où les bronzés ou les amandiers, pour moi, ont un aspect théâtral que j'aime beaucoup et que je trouve formidable, là, on est vraiment, je trouve, avec la bataille de Solferino, dans l'essence même du cinéma, où on a une situation qui pourrait paraître complètement quotidienne. Voilà, c'est une fille qui doit aller bosser, il y a son ex, il y a ses enfants... voilà, enfin, dans un jour assez extraordinaire quand même, puisque c'est une élection présidentielle, mais... Donc on est vraiment, et c'est pour ça que le cinéma, je trouve ça aussi très fort, on est dans un truc très quotidien, et pourtant c'est d'une profondeur folle, avec des enjeux humains et sentimentaux, et des rapports qui sont très puissants, très forts, avec rien, on peut être très mal à l'aise. Ça, je trouve qu'il représente vraiment la force de l'image, de la mise en scène, d'un jeu beaucoup plus en dessous, et moins démonstratif qu'au théâtre. Et voilà, et voilà, je trouve vraiment brillant pour ça. Et aussi parce que moi, je me reconnais dans la nana débordée. Charge mentale. Voilà, charge mentale de ouf. Mec, c'est mon ex, il est relou. Enfin, je veux dire... tout ça, je trouve ça génial. Et puis, il représente aussi le premier film de Justine Triet, qui est vraiment exceptionnel. Laetitia Doche, qui est une actrice que j'admire de ouf. Vincent Macaigne, que je trouve exceptionnel aussi. Harari, voilà, c'est des personnages géniaux. Il y a un chien qui est très fort aussi dedans. En fait, on retrouve l'essence de ce que peut faire Anatomie d'une chute, ou de ce que le cinéma français offre aujourd'hui de meilleur. Et en plus... voilà, c'est une femme qui réalise, c'est l'histoire d'une femme, et je trouve ça trop bien. Ok, top 3, top, ok, merci. Et ma dernière question, Louise, c'est quelle est parce que moi je pense que dans les films, la musique a une part très importante pour les émotions, pour tout ça. Quelle est la musique ou la chanson qui serait pour toi la bande originale parfaite du film de ta propre vie ? Oh là là. Alors, peut-être parce que je l'écoute en permanence, mais c'est Dream On de Aerosmith. Ok. Et voilà. Dream On d'Aerosmith. Ok. Pour ceux qui regardent sur YouTube, je mettrai la pochette en visuel. Et pour les autres, ils ont le titre. Ok, super. Voilà. Mais je sais pas trop. Je crois que je suis même pas trop sûre des paroles. Ça se trouve, c'est une chanson affreuse sur les pédophiles. Je n'en sais rien du tout. Je ne sais pas. Je pense pas. J'espère pas. Tu sais, non, mais c'est marrant que tu dis ça, parce que c'est le ressenti des chansons est drôle, parce que tu vois, je parlais récemment du film d'Artus, un petit truc en plus là, qui cartonne actuellement au cinéma. La musique de fin, le générique de fin, c'est saying it song, don't you saying it song. Da, da, da. C'est une musique, là je sais que je chante très mal. C'est Ain't It So de Joe, je sais plus quoi. Bon bref, tout ça pour dire que c'est une musique archi romantique que ma mère adorait, qu'elle me demandait toujours de mettre dans la voiture, etc. Et j'ai un jour interviewé le chanteur et je lui dis, ça vous fait quoi de savoir que des gens se roulent des pelles depuis tant d'années sur cette chanson si romantique? Et il me dit, mais c'est là où c'est fou, c'est que c'est une chanson archi politique qui est anarchiste à mort. Il dit, je l'ai écrite pour comment dire, m'opposer au gouvernement en place, etc. Et que les gens, je l'ai écrit avec mon âme, donc il y a un truc profond.
Et les gens pensent que c'est une chanson d'amour. Ah, putain. Et donc, tu vois, donc t'as raison, c'est marrant ce que tu dis. C'est ton ressenti. Donc la tienne d'Aerosmith, pour toi, c'est un truc romantique. Pour moi, c'est un truc. Pour moi, c'est un truc qui faut avancer, il faut continuer. Il y a une espèce de truc comme ça. Ah oui, de moteur. Oui, quoi. voilà. Oui, un pas truc, romantique. Un truc, parce que t'es pas romantique, tu vois. Je le suis pas. Je ne Je le sais pas. Mais j'essaye un peu de le devenir. Non, mais j'essaye. L'amour me passionne toujours, mais de manière plus normale, je pense. Quand j'étais petite, j'avais un problème. C'est bon de le reconnaître, c'est déjà ça. Merci Louise Coldefi d'avoir été mon invitée. Merci à toi. À très bientôt. Ouais. On te souhaite plein de bonnes choses. Je suis sûre qu'on va se voir dans plein de trucs. Bah écoute, c'est sûr. Allez, bisous. Bisous.